Salut à tous, épisode 6 avec les Chicago Bulls. On est sur NBA 2K19 en mode My League. Et à l'épisode 5, on avait évidemment remplacé Fred Hoiberg, okay, comme dans la réalité, par Jim Boylan. Et puis on avait commencé à ajuster un peu les choses. Et puis j'avais déjà préparé un petit peu le terrain. Je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, alors qu'on est quand même avec plutôt un bon bilan, hein, à 17-12, c'est vraiment pas mal du tout. Du côté peut-être d'un trade. Alors, avant de faire un trade, de toute façon on est au 15 décembre, il faut déjà jouer ce match-là, et puis ensuite je prendrai une décision, puisque c'est à partir du 15 décembre qu'on peut trader les joueurs qui ont signé un contrat à l'été qui précède, hein, donc c'est pour ça que c'est une date un peu charnière. Je rééquilibre un peu la rotation, dans le sens de ce que je crois deviner, à savoir que il va falloir qu'on fasse quelque chose par rapport à Jabari Parker, hein. Je pense que c'est assez clair, parce que pour être très franc, je suis à deux doigts de le mettre sur le banc. Je comprends de plus en plus pourquoi est-ce que Chicago ne le fait pas beaucoup jouer, et pourquoi est-ce que Chicago cherche évidemment à le trader. Parce que pour moi, ça paraît assez évident qu'il y a cette volonté du côté des Bulls. Parker ne réussira pas aux Bulls, il n'apporte pas ce qu'on pourrait imaginer. Alors évidemment, dans ce match-là, il va pas être mauvais. Mais c'est pas sur un match qu'on va juger les choses. De toute façon, hein, donc bon. Vous allez voir, je vais un petit peu détailler ce qui m'a amené à penser qu'il fallait faire quelque chose. Alors déjà, il y a l'idée que notre équipe, elle a déjà du talent au poste 4, et même on peut considérer aussi au poste 5, puisque si on regarde un petit peu Wendell Carter Jr., qui honnêtement s'annonce pas mal du tout. Si on regarde également Lauri Markkanen, qui à mon avis doit être un des deux mecs à qui on donne le plus de shoot. Ça doit être un des deux scoreurs de l'équipe, avec Zach LaVine. C'est eux qui doivent avoir le plus de ballons, parce qu'il y a bien un moment où il faut définir des priorités. En fait, donc ces deux-là doivent avoir un max de ballons. Jabari Parker, c'est pas en défense qui nous aide. C'est plutôt, lui aussi, c'est une force de scoring, hein, en fait. Hein. Jabari Parker, c'est quelqu'un... D'ailleurs, c'est amusant, il y a une déclaration quand il est arrivé à Chicago cet été, où il expliquait que en NBA, on payait les joueurs pour marquer des points et pas pour défendre. Donc ça en dit un petit peu long sur sa mentalité, puisque si le mec pense ça, c'est que il a pas l'intention de s'envoyer comme un chien en défense, et de toute façon, il n'a pas besoin d'être un immense spécialiste pour savoir que il se passe pas grand chose sans une défense correcte pour gagner des matchs, pour pouvoir un jour postuler à jouer un rôle en playoff du côté de ces Chicago Bulls. Et c'est normalement ce qu'on doit vouloir faire, puisque avec des jeunes comme ça à bon potentiel, il n'y a pas d'autre issue que espérer un jour ou l'autre franchir le pas, oui, qualif pour les playoffs, etc. Demi-finale de conf peut-être. Donc, ce que je pense très très sincèrement, on voit qu'il y a une fin de match serré là face aux Spurs, quelque chose qu'on va regarder là. Fin de match très très serré, ça va se jouer vraiment sur le final. Ce que je pense très sincèrement, c'est qu'il va falloir trouver quelque chose autour de Jabari Parker. Jabari Parker n'est pas un poste 3. J'ai eu l'illusion de l'espérer en début de saison. J'avoue que je me disais peut-être que ça va le faire. Mais c'est un cas qu'on pourrait rapprocher un petit peu de Aaron Gordon du côté du Orlando Magic. Aaron Gordon qui a signé lui aussi un joli contrat, environ 20-21 millions par saison. Sauf que lui c'est sur 4 ans du côté du Magic. Il a été par le précédent coach beaucoup utilisé en tant que poste 3 l'année dernière, notamment en 2017-2018, mais c'était pas du tout une réussite, c'était vraiment un fiasco. Lui c'est pareil, c'est un poste 4 également, et
Et je pense que voilà, Jabari Parker, il faut se faire une raison. À partir du moment où il y a Mark Cannon, où il y a Wendell Carter Jr. et Bobby Portis, voire même des petites minutes pour Robin Lopez, et que vous avez Jabari Parker dans l'équipe, bah il y en a un en trop. Il y en a un en trop. Et moi, j'ai décidé que ce serait Jabari Parker qui serait l'élément en trop. Donc c'est pour ça que, alors qu'on voit que voilà, on a réussi à arracher ce match du côté des Spurs, donc pas super étonnant que les Bulls aillent le prendre. D'ailleurs c'est amusant parce que la nuit dernière, là au moment où je parle, la nuit dernière, les Bulls sont aussi allés chercher ce match-là avec un Chris Dunn juste monumental. Tiens, donc c'est comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant. Comme par hasard, Chris Dunn revient et on voit autre chose du côté des Bulls. Alors, j'ai vraiment cherché beaucoup. Et je suis arrivé voilà, à trouver quelque chose qui me semblait vraiment bien. La négociation a été hyper longue. Je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que je trouve que c'est correct. Déjà, premier point, pourquoi est-ce que c'est correct? Parce que j'ai l'impression de payer assez cher. J'ai l'impression de payer cher, je donne quand même 3 premiers tours, dont un qui est protégé, mais je donne 3 premiers tours, plus Jabari Parker, sur lequel les Suns auront donc une option. Ils pourront activer ou pas une année supplémentaire. Ils ont besoin d'un ailier fort quand on regarde. Ils ont TJ Warren qui est un poste 3 magnifique. Ils ont Valentine de Svet dans l'échange qui va s'avérer être un backup potentiel, ok, pourquoi pas. Et nous, de notre côté, on récupère 2 stoppers défensifs, dont un qui est confirmé, un vétéran, Trevor Ariza, vraiment un très bon élément pour nous. On a vu que la nuit dernière, là encore, ça s'est précisé. Finalement, Trevor Ariza a été envoyé du côté des Wizards dans un échange à 3, bon, très bien. Mais moi, j'ai décidé de le prendre du côté de Chicago. Voilà, c'est un petit peu le moment où la réalité et la fiction se séparent, hein, en fait, voilà. Et on récupère aussi dans l'histoire, mais on paye cher, hein, on donne quand même 3 premiers tours, c'est énorme, hein, 3 premiers tours, c'est un prix très élevé, mais je suis assez content de plutôt me faire arnaquer, s'il y avait à choisir, plutôt que d'arnaquer l'IA, parce qu'en fait je déteste que le jeu soit rendu trop facile par des trades totalement improbables. Or j'ai l'impression que celui-là, il pourrait être crédible. Alors, on voit que dans la foulée, je resitue un petit peu les choses là pour le mentorat. Il y a notamment Lauri Markkanen qui va être mentoré par Trevor Ariza. Normalement, ça devrait pouvoir lui faire gagner un insigne de spécialiste du coin, notamment là en cours de saison. Donc c'est quand même une bonne chose. On a besoin que Lauri Markkanen soit hyper adroit à 3 points et clutch, notamment dans le corner. Donc premier test, hein, au passage là, match à OKC. OKC nous avait mis une fessée incroyable sur nos positions que je vous avais montré dans l'épisode 5. Énorme fessée reçue par nos Bulls là contre OKC. Et tiens, comme par hasard, qui est-ce qui avait totalement cartonné parce qu'il n'était pas défendu, parce qu'il a aussi beaucoup de talent? C'était l'ami Paul George. Donc là c'est déjà un test parce que on a déjà on cause plus de la même manière parce qu'on a Trevor Ariza qui peut s'occuper du cas PG-13. Donc à partir de là, c'est plus la même histoire. Déjà c'est plus la même histoire. On va voir, hein, voilà, je le prends pas comme une finale, hein. De toute façon, il faut pas se mentir, il y aura pas, on va pas aller en finale NBA cette année, mais il y a quand même, voilà, un vrai test contre OKC puisque c'est une équipe qui nous avait mais totalement mise à l'amende, alors que là, on va voir si on est capable de montrer quelque chose. Je pense que donc cette acquisition de Ariza plus Josh Jackson, elle est assez chèrement payée. Après tout, les Suns n'ayant pas une obligation de résultat en 2018-2019 puisqu'ils sont extrêmement mal partis, ce qui peut les intéresser, c'est d'avoir des tours de draft supplémentaires, soit comme monnaie d'échange future, soit pour essayer d'encore grappiller des jeunes joueurs.
Josh Jackson est quelqu'un qui a fait un début de saison calamiteux, une année dernière relativement calamiteuse. C'est pas idiot de penser que Josh Jackson puisse être l'objet d'un trade, même si, bon, je serais les Suns, j'attendrai. J'attendrai et je laisserai encore du temps à ce gars-là. Josh Jackson me semble être un joueur qui, même s'il était annoncé plus fort que ça, ressemble beaucoup à quelqu'un que j'apprécie particulièrement, Justice Winslow. Pour moi, c'est un petit peu le même profil, c'est-à-dire des qualités athlétiques assez énormes, du handle, du QI, une capacité finalement à jouer sur plusieurs postes avec talent, mais une certaine difficulté à scorer. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas mal de maladresse au shoot dans les premières années. Même si par exemple là on voit que dans la réalité Justice Winslow il est en train de franchir un palier au niveau de l'adresse dans la NBA là, ces dernières semaines. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour Winslow. Ce que je crois c'est que pour Josh Jackson ça suivra à peu près le même chemin. Il se développera et deviendra probablement un très très bon joueur qui sera peut-être avant tout un spécialiste défensif, mais aussi un appoint au niveau de la contribution au scoring. Mais voilà, Josh Jackson, peuvent le lâcher, c'est cher payé. Trevor Ariza, ça c'était évident qu'il allait partir des Suns, puisque il avait plus grand chose à y faire à partir du moment où il avait pris son contrat, et surtout à partir du moment où les Suns sont en bas de la conférence Ouest, donc c'est pas intéressant pour un vétéran comme Ariza. Vous allez me dire, ouais, mais alors il va à Chicago, il va jouer le titre à Chicago. Non, mais de toute façon, pour cette année, c'est fait. Le contrat est signé, mais pour la suite, on verra bien à l'intersaison. Hein, mais en tout cas, moi j'ai fait ce trade déjà pour avoir Ariza dans l'immédiat, mais aussi pour pouvoir construire avec Josh Jackson par la suite. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes 5 intouchables. Hein. Du coup, finalement, l'ossature pour l'avenir, elle est déjà dessinée. Même si on peut toujours rêver d'aller chercher un joueur supplémentaire de renom, si jamais ça se présente. À ce moment-là, on serait vraiment blindé. Mais pour l'immédiat, déjà, je pense qu'avec ce trade, dans NBA 2K, on passe du statut de playoffable très clairement avec cette équipe pleine de talent à un statut carrément de postulant en demi-finale de conf. Pour moi, c'est assez clair. Il y a moyen de passer un tour de playoff avec ce renforcement-là, parce que la défense, c'est quand même un paramètre hyper important dans ce jeu. On voit là d'ailleurs que c'est Trevor Ariza qui vient poser un panier crucial en contre-attaque après une énorme défense. Tiens, comme par hasard, on se met à défendre. Là, dans le Money Time, du côté de OKC. Paul George ne nous a pas fait la même chanson que ce qu'il avait pu faire la fois précédente quand il n'était là encore pas défendu. La grosse différence entre à l'époque et maintenant, alors qu'on voit que là, OKC ne fait pas faute, c'est assez énorme. Tout ça parce qu'il y a 2 secondes et demie de différence entre l'horloge des 24 et le chrono. Hein. Ça me paraît un peu bête de pas faire faute. Voilà, l'IA a mal géré. Moi, je vais déclencher un shoot, mais au tout dernier moment, et en plus, il rentre. Voilà, fade away là pour Lauri Markkanen. De toute façon, Lauri Markkanen, Zach LaVine vont être les 2 priorités offensives. Voilà, la seule chose qui pouvait nous poser souci, ce serait un 3 points avec la faute, mais il y aura eu ni 3 points ni la faute. Et donc voilà, je pense que là, on est déjà pas mal armé. Cette saison, je vais pouvoir avancer un peu plus. Elle va, même si on s'est fait tuer au rebond, là, on arrache quand même ce match. George a été bien pris à 7 sur 19. Et donc, voilà, avec Ariza, avec Josh Jackson, je m'attends au moins à avoir en permanence un stopper défensif. Pour le cas où on se retrouverait en face d'un Kawhi Leonard, en face même d'un joueur assez dur à contenir comme un Oladipo ou un
Antetokounmpo, bon alors Antetokounmpo, ce sera dur pour tout le monde, hein, parce qu'il n'y a personne qui est capable de le stopper. Mais déjà, si au moins on est capable de mettre 2 mecs sur lui alternativement, bah, ce sera toujours mieux que de mettre celui qui était auparavant notre meilleur stopper, hein, c'est pour dire un petit peu le marasme, c'était Justin Holiday, voilà. C'est à peu près lui qui était le moins mauvais défenseur au poste 2 et 3 de la bande, parce que Chris Dunn par contre lui a de grosses qualités. Donc voilà, pas mal du tout. Alors on voit que début de match assez douloureux là face aux Nets, mais toujours pareil, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher même à -12. Même à -12, le match il est encore gagnable, même avec une insolence absolue de l'IA, là, avec des ballons qui traînent par terre et des interceptions qui passent à un cheveu. Il faut pas s'énerver, il faut juste exécuter tranquillement. Voilà, là par exemple, Josh Jackson qui arrive à trouver Dunn dans le corner, malheureusement il est juste à l'intérieur de la ligne à 3 points, mais voilà. Cette fois-ci, même stratégie, Dunn qui se démarque, il a été énorme hein, sur ce match, Chris Dunn. Et là je vais laisser la continuité de l'action parce que il y avait un panier important à chercher, pas obligatoirement viser le 3 points dans cette situation-là, hein, pour aller déjà se rapprocher encore un petit peu. Fixation au poste haut de Mark Cannon qui décale Dunn, ok. Ficelle, tout va bien. Derrière, énorme défense. Tiens, comme par hasard, on a retrouvé Dunn et Josh Jackson dans le coup. Donc voilà, tout va bien. Tout ça, ça correspond. Contre-attaque, le lancer franc est raté, mais on est déjà passé devant sur un panier relativement facile de Josh Jackson. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, là encore, défendre. Ce qui va être fait. Contre-attaque potentielle, on va se calmer. On va se calmer. Voilà, ça sert à rien de s'exciter. Là encore, on va reconstruire sur du pick and roll. Là, hein, dans les moments chauds, je m'appuie sur ça. Voilà, fin de prise d'écran, puisque ça n'a pas l'air possible. Et aïe aïe aïe, grosse défense, énorme défense. Je dois déclencher, parce que l'horloge va partir. Raté, donc il a, pour le coup, magnifique défense des Brooklyn Nets. Derrière, il y a Crabbe qui craque un peu. Prend un shoot beaucoup trop rapide. En même temps, peut-être qu'il veut jouer le 2+1, je sais pas. Et on va là non plus pas s'affoler. Je vais appeler un écran et de préférence posé par Mark Cannon qui est très adroit à 3 points et en fait arriver à prendre le meilleur sur le défenseur qui était Dinwiddie. Là il avait remplacé sur la fin de match D'Angelo Russell qui avait fait un gros match hein, Russell, pas mal du tout. Et voilà pour le panier du match, ce layup, ce drive pardon, vers le cercle de Chris Dunn. Et derrière, il suffit entre guillemets de contrôler parce que les shoots sont assez difficiles. C'est raté et on gagne de 3. Donc pour l'instant, on a plutôt la baraka, hein, ça se passe plutôt pour nous. Et même avec une adresse plutôt sympa, à 38% à 3 points, moi je prends tous les jours. J'avais annoncé hein, qu'avec le changement de coach, je changeais de système et que j'allais bombarder à 3 points. J'allais envoyer et j'allais pousser aussi la vitesse de cette équipe pour jouer rapidement, tenter des shoots rapides. Pourquoi chercher une meilleure position si on a déjà un shoot ouvert dans les 3-4 premières secondes en contre-attaque ou en transition? On cherche pas meilleur, on shoot. Donc voilà, je suis sur une philosophie assez simpliste de bombardement massif en espérant que la statistique à l'arrivée avec des Lavine, avec des Mark Cannon, mais aussi avec d'autres joueurs autour qui sont pas du tout maladroits à 3 points. On va commencer par Dunn, Portis, Holiday. Voilà, il y a du monde. Hein. Ariza, bien sûr, j'avais oublié. Même un Josh Jackson est capable, quand il est ouvert, de planter. Stratégie de bombardement massif. Et après, on voit ce qu'on voit. Mais plus on en shoot, plus on va se rapprocher d'une efficacité au-dessus des 35 à peu près pour cent. Et donc ça va jouer pour nous. Ça va jouer pour nous. Donc je joue la stat à fond en fait. Et en défense, je pense qu'il y a moyen de vraiment faire beaucoup mieux entre les qualités athlétiques des uns et les qualités carrément défensives des Ariza, des Josh Jackson, des Chris Dunn. Il y a moyen pour le coup d'arriver à museler les 2-3
meilleur joueur adverse sur des moments clés, en tout cas pour essayer d'arracher des fins de match. Et du coup, bon bah, plutôt, plutôt optimiste. Je pense qu'on ressort vraiment beaucoup plus fort de ce trade. Euh, pour nous, Jabari Parker est vraiment pas une grosse perte. Voilà. Ce sera intéressant de voir ce que les Bulls vont faire dans la réalité pour ce qui est de Jabari Parker, parce que on est au courant qu'ils cherchent quelque chose. Ils sont un petit peu à l'écoute de ce qu'ils peuvent trouver ici et là, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme offre qui va vraiment être intéressante? C'est vraiment une question, ça. Là, on a vu que Ariza est parti à Washington. Il y a des trades là, ça commence un peu à s'échauffer puisque le 15 décembre est passé là dans la NBA réelle. Bon, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Il serait vraiment pas étonnant de voir partir Jabari Parker. Les Bulls sont plutôt en train d'essayer de se trouver une identité autour de. Enfin, je sais pas, je pense que Boylen, le nouveau coach, a envie d'instaurer autre chose. C'est pas pour faire l'apologie des bagarres et des prises de tête entre joueurs, mais à l'image un petit peu de ce qui a pu se passer là sur la petite bagarre générale à OKC la nuit dernière par rapport au moment où je parle, où bah voilà, c'est parti d'une altercation assez anodine là entre Dunn et Westbrook, et derrière ça part en pugilat, et puis un Brook Lopez qui a bien l'esprit pour défendre ses partenaires, un Portis qui est jamais le dernier lorsqu'il s'agit de montrer un petit peu les crocs. Je pense que Dunn est aussi le type de joueur à pas se laisser faire. Je pense qu'il y a une recherche d'identité, quoi. Il y a une recherche d'identité un petit peu plus agressive, un petit peu plus moins soft que ce qu'on a pu voir, qui conduit à des résultats catastrophiques. Parce que une équipe qui est trop soft comme ça, avec en plus des joueurs absents, des difficultés pas vraiment de fond de jeu là, du temps de Heuberg, bah c'est pas possible, elle peut pas exister en NBA. Il faut qu'il y ait à un moment donné des gens qui jouent le rôle du méchant et qui montrent un petit peu de quoi ils sont capables. Et pour les Bulls dans la vraie NBA, je pense que c'est vraiment le chemin, c'est d'essayer de se trouver une identité. Après, nous, notre identité, elle est déjà trouvée. Dans la partie là, elle est totalement trouvée avec justement l'arrivée de joueurs à vocation un petit peu plus défensive. On a clairement notre truc. Ouais, à l'image de cette fin de match assez serrée, on arrache des stops. Et derrière, voilà, on s'affole pas. Ballon au patron. Voilà, Ariza qui, sur une sortie de pick and roll où finalement il y a le défenseur de Lavine, Fournier, qui est venu resserrer. Bah forcément, ouvert 3 points, bam, derrière ballon perdu par Vucevic. Je suis allé taper avec Chris Dunn. Derrière, petite contre-attaque très facile pour Wendell Carter Jr. qui réalise peut-être le carton début de saison pour lui là dans cette partie, puisque derrière voilà ce presse tout terrain suivi d'une faute parce qu'en fait le Magic est à -6, on sait que l'IA à -6 a tendance à réagir par soit du presse tout terrain, soit carrément de la faute pour aller pour aller sur la ligne des lancers. Et là en l'occurrence ils ont fait un press, ils ont fait prise à 2 là sur Lavine, qui arrive heureusement à s'en défaire, trouve Ariza, regarde un petit peu qui est libre. Ouais, a priori c'est soit pour Dunn, soit pour Carter Jr. Mais Vucevic ne descend pas sur Carter Jr. Dès lors, c'est position shoot ouvert. Et donc Carter Jr. qui vient plier ce match. Moi, c'est exactement ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir une équipe voilà, comme ça qui, en fin de match, vraiment fait la différence. Alors, en l'occurrence, on a une réussite au shoot extérieur qui est plutôt pas trop mauvaise sur ce match-là. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on a depuis le début de saison. Carter Jr. en extrapolé qui va jusqu'à 41 points, record de saison. Tout ça est parfait. Je pense que ça va pouvoir avancer là maintenant. L'équipe est en place. Bah, épisode 7, on va être en mesure d'avancer plus nettement, hein, quitte à simuler pas mal de matchs assez massivement. Parce que voilà, maintenant ça y est, je pense que l'équipe elle est prête
pour terminer la saison, pour aller direction les playoffs, pour essayer d'aller viser une espèce de demi-finale de conf à peu près. Hein. Je peux pas viser plus haut tellement. Déjà, ce serait pas mal d'arriver en demi-finale. Puis on verra après l'été qui suit, hein, en fonction des re-signatures ou pas de certains. Je vous cache pas que j'ai un petit Kawhi Leonard dans le viseur, mais il faut que pour l'avoir dans le viseur vraiment, il faut qu'il ne re-signe pas du côté de Toronto, et à ce moment-là, on serait assez, on basculerait carrément dans la catégorie des prétendants, alors là, tout à fait nettement quoi, pour l'année suivante. Mais tout ça est une autre histoire à suivre. À très très bientôt. Bye bye.